Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est un réel plaisir de vous retrouver les titres de cette édition d'information. Hajj 2017 à 24 heures du départ du premier convoi pour la Mecque. Certains pèlerins guinéens ne sont toujours pas dans les normes du voyage. Un reportage à suivre dans cette édition d'information. La Direction nationale de la police routière se penche sur la sécurité des usagers. Elle a bouclé ce mardi sa tournée de sensibilisation dans les communes en faveur des conducteurs. Et puis sport, le FC Barcelone a remporté son premier match de l'après-Neymar à domicile en battant la formation brésilienne de Chapecoense 5-0 lors d'une rencontre en hommage aux 19 joueurs et 24 employés du club morts dans un accident d'avion en novembre dernier. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Les pèlerins guinéens devront se rendre à la Mecque cette année rencontrent de sérieuses difficultés au centre islamique de Donka. À 24 heures du départ du premier convoi, certains pèlerins ne sont pas encore vaccinés et d'autres n'ont pas reçu leur passeport biométrique. Ces pèlerins qui ne savent plus à quel sens se vouer dénoncent la lourdeur administrative. C'est un reportage de Mohamed Chérif et d'Ibrahima Souri Kamara, rendu en studio par Mafoudia la Reine Camara. En Guinée, le premier vol vers les lieux saints de l'islam doit bouger ce mercredi. Mais bon nombre de pèlerins attendent toujours au centre islamique de Donka pour les derniers réglages avant les départs. Le retrait des passeports, la date des départs, le manque de vaccins, la distribution des tissus devant servir d'uniforme sont entre autres des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ce citoyen dénonce la lenteur dans la distribution des passeports. Le 19, j'ai fait toutes les formalités pour son enrôlement. Et que ce n'est que 20 jours après le 7 hier que je suis rentré en possession du passeport. On me dit que ce retard est dû à un manque de plastique. Le plastique, c'est l'équivalent des timbres sur les cartes d'identité nationales. Ça, c'est un premier constat. Deuxièmement, on me fait croire que c'est un directeur adjoint qu'on a enlevé et qu'on l'a remplacé par un autre qui cherche vraiment à asseoir sa crédibilité. Il retarde pour la signature, la validation des passeports. Ces pèlerins fustigent le comportement des autorités en charge de la gestion des pèlerinages qui communiquent moins sur les jours de départ. On me dit je voyage jeudi. On vient de voir l'affiche tout à l'heure ici, il y a les programmes de vol. Normalement, il paraît, nous ne sommes pas partis, mais ceux qui sont partis, si tu dois aller jeudi, tu as un cours à faire mercredi. On n'a même pas appris ce qu'on doit apprendre. Hein, ce qu'on dit, la baïka, on ne connaît même pas. On ne nous a même pas enseigné ça d'abord. Donc c'est tellement énorme que nous voudrons que le gouvernement fasse quelque chose pour discipliner ces gens et organiser ce qu'ils doivent organiser. Cette année, les diverses uniformes choisis par les autorités ne contiennent ni la carte ni le drapeau guinéen, contrairement aux années précédentes, ce qui laisse entendre que les pèlerins guinéens auront du mal à être identifiés. Et le troisième larron l'emporta, c'est ce qui est arrivé pour le moment à la Commission électorale nationale indépendante où la crise trouve un repli suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Kader Aziz Kamara, jusque-là troisième commissaire de la société civile, est choisi pour assurer la présidence intérimaire de l'institution en attendant de statuer sur la requête introduite par Bakary Fofana. La décision judiciaire a été vue de façon divergente par des juristes. Mohamed Souma et Elsene Kamara ont rencontré l'un d'entre eux pour une analyse plus profonde dans ce reportage. Suivez. Il a fallu engager une bataille judiciaire devant la Cour constitutionnelle pour que le blocus au sein de la CENI trouve une trêve après avoir été prise en otage par la guéguerre entre Bakary Fofana, président contesté, et Maître Salif Kébé, élu à l'issue d'une procédure de destitution. La Cour constitutionnelle, dans l'arrêt numéro AC41 du 7 août, a désigné Aziz Kamara président par intérim en attendant l'épilogue. Cette décision souveraine a su respecter le droit en la matière,
comme le commente ce juriste. Monsieur Aziz et Monsieur Bakari, je veux dire Monsieur Kébé et Monsieur Bakari, sont tous issus de la société civile. Le troisième larron, c'est Monsieur Aziz. Mais sa désignation n'est pas une forme de nomination de la part de la Cour. Non, la Cour a fait application combinée à la fois de la loi 016 sur la CENI, mais aussi le règlement intérieur de la CENI. Ce qui revient à dire que M. Aziz est là à titre intérimaire. Si la procédure de destitution reste légale, elle ne devrait pas légitimer la hâte constatée dans la passation de service. Il est vrai aussi que les 19 commissaires qui se sont réunis pour l'évincer appliquer l'article 17 de la loi sur la CENI, mais pour autant, ces personnes ne devraient pas se précipiter pour aller vers une passation aux forceps. C'est pourquoi la Cour a rendu un arrêt avant dire droit. Ce type d'arrêt est appelé arrêt avant dire droit. Le nouveau président a fait part de ses priorités, mais ce verdict de la Cour constitutionnelle est encore provisoire. Le bout du tunnel pour la CENI n'est pas encore en vue. Et dans ce même contexte, que disent les acteurs politiques après cette nomination? Mamadou Kalisso et Alousseni Camara ont rencontré quelques-uns pour vous et suivez. Depuis la nomination de Kader Aziz Camara à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, les réactions affluent de partout. Du côté de la mouvance présidentielle, Mbani Sangaré, membre du bureau politique national, affirme que c'est un non-événement. À l'opposition républicaine, les membres se réjouissent de cette action de la Cour constitutionnelle. Si sa nomination vise à débloquer la crise, à permettre à la CENI, pendant le temps de l'examen de recours de Bakary Fofana, que la CENI puisse travailler correctement et permettre l'organisation des élections locales dans un bref délai, vraiment je ne vois pas d'inconvénient. L'essentiel, nous sommes là pour l'application des accords. Et l'application des accords vise d'abord à lutter contre la vie chère et l'insécurité dans notre pays, mais aussi l'organisation des élections locales, législatives et la présidentielle. Toute force qui va dans ce sens est à saluer et féliciter. À la société civile, ils disent prendre acte de cette nomination. Le porte-parole du CONOSCO espère que la nouvelle équipe va mettre les bouchées doubles pour organiser les élections locales. Et nous estimons que ce nouveau bureau de la CENI va rapidement sortir le chronogramme des élections locales pour que les citoyens à la base soient dotés véritablement des conseillers locaux capables de conduire le développement à la base. 2 après sa nomination en tant qu'intérim ce lundi, le nouveau patron de la CENI a affiché son intention de regrouper ses pairs pour élaborer un chronogramme permettant d'aller rapidement aux élections. Reste à savoir s'il liera l'acte à la parole. Ils sont des milliers de jeunes africains qui prennent le chemin de l'Europe, quels que soient les moyens d'y arriver. Parmi ces jeunes migrants, il y a plusieurs centaines de Guinéens qui ont choisi le retour volontaire, un retour rendu possible grâce à des organisations internationales impliquées et dans la régularisation du phénomène de l'immigration clandestine. L'Europe à tout bout de champ, c'est un reportage de Makiso et de Yacouba Traoré. 5172 migrants bloqués en Libye, dont 18% des femmes ont regagné leur pays d'origine. Les 3/4 de ce chiffre se trouvent dans des centres de détention, avec 1838 en situation de réintégration. Pour le cas spécifique de la Guinée, en juillet dernier, 136 migrants ont été accueillis à l'aéroport de Conakry. Parmi eux, Boubacar Ly, 34 ans. C'est le coupeur de route qui nous avait arrêtés. Ils ont violé les filles, ils nous ont enlevé tout ce qu'on avait. Après les 800 000 qu'ils avaient payés, après on nous a dit non, CFA. Dès arrivé à Sabaha, ils ont mis en prison. Rien que pour l'année 2017, au moins 5 vagues de migrants ont choisi un retour volontaire à partir de la Libye. Un nombre qui s'élève à environ 595 migrants guinéens selon l'Organisation internationale pour la migration. Pour Ismaël Diallo, 25 ans, qui vient de l'Algérie, ce calvaire est indescriptible. On dit que ces gens-là, ils sont des immigrés. Il faut envoyer ces commissaires-là. Tu vas les vendre là-bas, chacun 50 000, 50 000. Il y a des prisons qu'on va t'envoyer.
tu seras souffre là-bas et tu seras prisonnier, tu vas travail forcé. Oumar Diallo, Saif Laïba, et ils sont morts dans le désert à côté de moi. Saliou et Mohamed, deux amis du même quartier, ont 13 et 14 ans respectivement. Ils ont avoué avoir volé les motos de leur oncle pour financer leur voyage en Libye, en passant par le Mali et l'Algérie. La plupart des migrants qui arrivent en Libye sont enlevés par des gangs avant d'être enfermés. Selon les témoignages de Saliou, seuls les prisonniers les plus âgés étaient battus. La Guinée a célébré ce lundi la journée internationale de l'éducation, une journée qui a réuni l'ensemble des acteurs du système éducatif guinéen, des écrivains et hommes de lettres pour discuter ensemble des problèmes qui assaillent le secteur et proposer des solutions pour sa redynamisation. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Soriseng Souma. En prélude à la journée internationale de l'éducation célébrée ce lundi, des acteurs guinéens du système ont passé au peigne fin certaines réalités qui minent ce système. De nombreux aspects liés à la qualification du secteur, notamment les dysfonctionnements et autres mesures adéquates pour un système plus performant, ont été soulevés par des écrivains et acteurs de l'éducation guinéenne. Vous savez, quand un pays a assez de problèmes, on essaie de trouver ce qu'on peut faire. Parce que si vous n'avez pas de ressources, vous identifiez plan par plan ce que vous faites. Et hélas, notre pays ne s'est pas tellement occupé de l'éducation. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience globale. Les étudiants, les politiques, les Guinéens de l'extérieur ont compris qu'il fallait faire des propositions concrètes pour aider l'État à aménager des politiques directives. Le défi qui se pose aujourd'hui est comment redynamiser le secteur éducatif. Au-delà de ce constat, chez les observateurs, ils s'interrogent sur le taux d'analphabétisme estimé à 40%. Également le manque criard d'infrastructures et le bas niveau des enseignants. Pour y remédier, ces acteurs sollicitent des moyens auprès du gouvernement. Notre souhait que le gouvernement de la République se penche sur l'éducation et que le gouvernement donne les moyens nécessaires au système éducatif pour que la Guinée soit un pays émergent. Pas d'émergence sans financement, le ministre de l'enseignement pré-universitaire est bien conscient des déficits du système et promet que des premières initiatives sont en cours pour relever le système. D'abord, il faut revisiter le programme d'enseignement au niveau de l'enseignement secondaire qui est vieux de 32 ans, alors que la vie normale d'un programme d'enseignement c'est 10 ans. On a beaucoup de choses à faire. Bientôt, il y aura l'arrivée de la Direction nationale de l'enseignement secondaire et technique qui va diversifier les filières à partir des lycées en créant des filières de lycée avec des options bien définies. Dans l'idée de former les élèves et préparer les candidats pour les différents examens, certaines écoles privées essayent de former les élèves de tous les niveaux. L'objectif est de les préparer à mieux recevoir les contenus des programmes de classe supérieure. Les cours de vacances en ce mois d'août, c'est un reportage de Kalim Balou et d'Alseni Kamara rendu en studio par Mamadou Saliouba. Nous sommes presque un mois de la rentrée des classes. Marie Awad est déjà très préoccupée par le certificat qu'elle doit passer théoriquement en juin 2018. Pour mieux se préparer à recevoir les cours de la 6e année, elle a choisi de braver la pluie de ce mois d'août afin de suivre les cours de vacances. Si l'école va s'ouvrir et que les autres n'ont pas fait le cours de vacances, moi j'ai fait ce qu'on m'a montré. Si le maître va reprendre, moi je peux me rappeler pour donner les réponses. C'est quoi l'histoire? Comme Marie Awad, plusieurs autres élèves ont préféré ne pas aller en vacances pour bénéficier des enseignements de quelques semaines. Tous se disent préoccupés. Parce que je veux mon avenir pour étudier, pour aider ma famille. Pour Boura Tolno, les cours de vacances restent le seul moyen d'aider les élèves qui passent en classe supérieure à combler des lacunes en écriture, calcul et dictée. Si l'enfant sait parler, il sait écrire, il sait lire, vous n'aurez pas de problème à les avoir dans les autres classes. Le système éducatif guinéen connaît d'énormes difficultés. Le département de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation annonce plusieurs réformes pour rehausser le niveau des apprenants.
Et comme je vous l'annonçais dans les titres, fin ce mardi à Conakry de la tournée de sensibilisation initiée par la Direction nationale de la police routière. Il était question d'informer les usagers de la route et surtout les conducteurs de taxi-moto sur les règles de la circulation afin d'éviter les accidents. Malik Changana Kamara et Aboubakar Din Kamara. La commune de Matam est la dernière étape de cette campagne de sensibilisation des usagers de la route. Les conducteurs de taxi-moto, massivement mobilisés, ont été invités à bien se comporter dans la circulation. Pour le directeur national de la police routière, cette stratégie a eu de l'impact sur le terrain. Koya, jusqu'à Matam aujourd'hui, c'est une joie, c'est une satisfaction. Mais mon inquiétude, c'est quoi? C'est la compréhension avec le chef de quartier. L'application des dispositions prises. Il faudrait que les uns et les autres arrivent à respecter et à nous comprendre. Les autorités locales sont responsabilisées et elles s'engagent à accompagner la police routière pour faire baisser le taux d'accident. Pour que le taux d'accident baisse, nous mettons à la disposition des services de sécurité. On a déjà pris des initiatives où on a mis en place des commissions dans tous les 24 quartiers pour recenser tous ceux-là qui sont dans cette activité aujourd'hui génératrice de revenus, mais qui cause assez de tort aux usagers de la route. Ce jeune conducteur de mototaxi est un rapatrié de la Libye. Grâce à cette activité, il parvient à prendre en charge sa petite famille. Respecter les règles de la circulation pour lui est tout à fait normal. Ce qu'ils ont dit ici aujourd'hui, ça c'est une bonne chose. Je suis prêt pour respecter ça. Selon les statistiques de la police, 4082 accidents ont été enregistrés en 2016 contre 704 en 2017. Des chiffres que les autorités de la police routière voudraient revoir à la baisse à travers la formation des conducteurs, en plus de la sensibilisation. Les embouteillages, puisqu'on en parle, sont aussi souvent provoqués par des femmes vendeuses. Sur la transversale 4 qui part de Sangoya au rond-point d'Anko 5, elles exercent leur commerce pratiquement sur la chaussée. Les aliments sont aussi exposés aux mouches, ce qui pose un problème de sécurité alimentaire. Alseni Bari et Lamine Silla ont fait une immersion dans le marché d'Anko 5. Suivez. Marché Anko 5. Les femmes ont quitté l'intérieur pour étaler leurs marchandises sur la chaussée. Elles énumèrent plusieurs raisons. Une clientèle plus abordable, un lieu plus attractif, une vente plus aisée. Il n'y a pas de place pour nous au marché. C'est pour cela qu'on a profité pour assis ici pour vendre. Les gens s'arrêtent. Laisse ici seulement, ils ne rentrent pas au marché pour acheter. Pour les clients, les aliments coûtent moins cher à l'extérieur qu'à l'intérieur du marché. Le risque sanitaire est persistant car les mouches envahissent les condiments. Les gens qui n'ont pas de place, quand ils viennent, ils vendent moins cher plus que les gens qui ont la place dedans. Tout le monde sait qu'en vendant le poisson, surtout en Afrique ici, c'est obligatoire, on va voir les mouches. Sur cette transversale 4, les embouteillages sont fréquents en raison de l'occupation anarchique de la chaussée. Faisons un tour à l'intérieur. Des eaux usées, tables détruites. Au milieu, un fossé rempli d'ordures. Notre cadreur a même failli y rester alors qu'il tentait de prendre des images. Cette dame souligne que vendre à l'intérieur est un vrai calvaire. Pourtant, elle paye les taxes. Les clients ne viennent pas beaucoup acheter à l'intérieur. Ici, nous sommes confrontés au manque d'hygiène, à beaucoup de problèmes. Quand il pleut, nous sommes envahis par la boue. Il y a d'autres dangers, comme les risques d'être électrocutés par le courant. D'ailleurs, la dernière fois, une femme l'a été. Dieu seul l'a sauvée. Les administrateurs du marché ne font rien, malgré les taxes qu'ils prennent. Où vont donc ces taxes? Un point d'interrogation, c'est entre le gouvernorat et la commune. Pour Sékou Kondé, la responsable du marché a déjà fait un plan pour sa rénovation. Mais la commune et le gouvernorat sont restés sourds à son appel, malgré qu'ils perçoivent les taxes. Le gouverneur de la ville de Conakry, qui a pris ses congés,
n'a pas voulu nous recevoir pour un entretien.